RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Il fut candidat à la présidentielle en 2018, il le sera certainement en 2023. Il est docteur en économie, il est professeur d'université, une personne de taille que nous recevons aujourd'hui dans ce numéro spécial de Face à l'opinion. Nous parlons du budget de la RDC qui a connu une croissance de plus de 45%. On est passé de 7 milliards à 16 milliards. On connaît entre-temps l'inflation presque dans tout le pays. Le prix des denrées alimentaires connaît une croissance vertigineuse. Mesdames et messieurs, toutes ces questions, nous allons les aborder avec le docteur Noël Tchani Mwadianvida. Docteur, un immense plaisir de vous avoir à nouveau sur notre plateau. Très honoré d'être ici. Mbote Maman Naomi. Mbote Ndefodane, Mbote na docteur Noël Tchani et Mbote na bande sponsor Landabiso partout dans le monde. Mbote Maman. Voilà, vous y arrivez. Alors, première question, docteur, on commence par le budget 2023. Une croissance de plus de 45%, de 7 à 16 milliards. Mais vous, par contre, vous avez dit dans une de vos interviews que, je cite, « Ce budget est un maquillage de chiffres qui risque de porter le pays dans un chaos. » Pourquoi dites-vous que c'est un maquillage de chiffres? Eh bien, au moment où j'avais dit cela, beaucoup de personnes ne comprenaient pas pourquoi je le disais. Et comme nous sommes dans un pays où beaucoup de personnes refusent de réfléchir, ils vous taxent immédiatement d'être anti-régime, d'être anti-pouvoir parce que vous dites quelque chose dans laquelle vous croyez, mais qui ne répond pas à leurs attentes. En ce moment-là, on était à la fin du mois de janvier. On venait de terminer le mois de janvier et le pays avait réalisé des recettes fiscales de l'ordre de 500 millions de dollars. Je me suis dit, 500 millions de dollars à la fin du mois de janvier, si cela continue à être le cas chaque mois pendant les 12 prochains mois, nous aurons 500 millions de dollars multipliés par 12. Et nous allons terminer l'année avec 6 milliards de recettes fiscales. 6 milliards de recettes fiscales, ça veut dire 10 milliards de moins que les 16 milliards qui sont prévus dans le budget national. Et je sais que les recettes fiscales ne sont pas constantes d'année, de mois en mois. On peut avoir 500 millions au mois de janvier, peut-être 600 millions au mois de février, peut-être 800 millions au mois. Mais en faisant l'hypothèse que ce qu'on a réalisé à la fin du mois de janvier sera le cas chaque mois, on arrive à 6 milliards de dollars à la fin de l'année. On était au mois de janvier. Ce n'était qu'un raisonnement spéculatif, scientifique mais spéculatif, basé sur la réalité sur le terrain. Aujourd'hui, à la fin du mois réflexion de mai, a changé. Elle a changé. À la fin du mois de mai. Le premier semestre est passé. J'arrive. À la fin du mois de mai, on a réalisé des recettes fiscales de l'ordre de recettes budgétaires de l'ordre de 4 milliards de dollars. Encore une fois, un raisonnement purement scientifique. Si à la moitié de l'année, nous avons 4 milliards de dollars, encore moitié de l'année, c'était à la fin du mois de mai. Mais à supposer que nous ayons 4 milliards de dollars et qu'on y ajoute 500 millions pour le mois de juin, on a par exemple 5 milliards de dollars total pour la première moitié de l'année. Doublons cela pour les 12 mois de l'année. On arrive à environ 10 milliards de dollars. Toujours de loin inférieur à 16 milliards qui sont prévus dans le budget national. Ce n'est qu'un raisonnement spéculatif, mais un raisonnement basé sur la réalité sur le terrain. La réalité sur le terrain que j'ai constatée à la fin du mois de janvier, mais réalité sur le terrain que j'ai constatée à la fin du mois de mai 2023. Ça reste un raisonnement spéculatif. Ça reste un raisonnement spéculatif, comme vous le dites. Et donc, on peut se dire qu'il est aussi possible que ce budget soit
finalement réalisées, malgré ce raisonnement spéculatif, parce que les réalisations pendant un mois peuvent varier, vous l'avez vous-même reconnu. C'est mon souhait que mon pays réalise le plus gros budget possible. C'est ma prière qu'on arrive à réaliser ce budget-là. Vous savez, quand on prie, pour nous qui sommes des croyants, nos prières ne sont toujours pas exaucées comme nous le souhaitons. J'ai peur que cette fois-ci, qu'on soit trop optimiste et qu'on ne sera pas à mesure de réaliser un budget de 16 milliards. À ce stade ici, je peux vous donner maintenant mon doigt à couper. On ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver parce que nous sommes complaisants avec nous-mêmes. Nous disons une chose, nous faisons le contraire. Pour arriver à réaliser des grosses recettes de ce genre-là, nous devons appliquer la tolérance zéro. C'est-à-dire sur les la fraudeurs, corruption, sur les fraudeurs, les détourneurs de fonds publics, les prédateurs de ressources naturelles. Tolérance zéro. Donc la fourchette, c'est dans les 10 milliards pour 2023. Moi, je dirais que pour l'instant, pour 2023, le budget qui va être réalisé sera entre 8 milliards de dollars. Dans la moitié des prévisions. La moitié de cela. Donc, on sera 50% en dessous de prévision. Alors, maintenant, quelle est la conséquence de cela? Mais lorsqu'on réalise moins de recettes, ce n'est pas le point de vue du ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi. Pardon? Ce n'est pas le point de vue du ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Un point de vue différent. Il dit, ceux qui mènent la campagne de dénigrement, pour lui, disons pas votre point de vue, mais toutes ces personnes qui disent que ce budget est irréaliste disent, pour lui, c'est une campagne de dénigrement ou de déni de ce budget. Ils le font par mauvaise foi. Ce sont des mensonges politiques visant à manipuler l'opinion. Pour lui, c'est de la manipulation. Je ne commente pas les déclarations des individus. Chacun de nous peut avoir son avis. Mais je vais vous dire la conséquence donc, de ce budget réaliste tel que je le vois aujourd'hui. Quand on fait un budget, on prévoit d'un côté les ressources budgétaires, l'argent qui entre dans le trésor public, et de l'autre côté, il y a des dépenses qui vont réaliser avec ces ressources budgétaires qu'on a récoltées. Lorsque les dépenses sont trop élevées et que le budget qu'on croyait arriver au niveau des dépenses n'arrive qu'à la moitié ou un peu moins que ça, et qu'on continue à maintenir ce risque de dépenses, ce rythme de dépenses-là, la conséquence est qu'on vit au-dessus de ses moyens. On dépense plus d'argent qu'on en a dans les caisses. Et quand on dépense plus d'argent qu'on en a dans les caisses, il faut trouver cette différence-là, cet argent excédentaire qu'on a dépensé. Il faut le trouver quelque part. Où est-ce qu'on le trouve? En République démocratique du Congo. On le trouve de deux façons. Soit le gouvernement émet ce qu'on appelle des obligations du trésor pour emprunter de l'argent sur le marché financier. Utiliser cet argent pour financer son rythme de dépenses qui était prévu dès le début de l'année dans le cadre donc des prévisions budgétaires. Et quand on fait ça, il faut que le gouvernement soit crédible suffisamment pour que les gens souscrivent à ces obligations du trésor. Le gouvernement congolais a émis des obligations de trésor il n'y a pas longtemps. On a voulu récolter, emprunter sur le marché financier 30 millions de dollars. Puisque la 30 millions de dollars. Personne n'a souscrit. On a souscrit jusqu'à 14 millions de dollars. Moins de la moitié. Ça veut dire que le marché n'a pas répondu présent. Le marché a dit, vous, gouvernement, vous n'êtes pas crédible suffisamment pour que je puisse emprunter auprès de vous et espérer être payé dans les délais qui sont les délais donc de l'emprunt. Par conséquent, ce manque de crédibilité-là, qui s'est traduit par le rejet par le marché financier des obligations du trésor émises par un gouvernement d'un pays souverain, et c'est très grave. Et on ne parle même pas ici d'emprunter des milliards. On parle ici d'emprunter 30 millions. Si on n'est pas capable d'emprunter 30 millions, et vous me dites qu'il y a quelqu'un quelque part qui dit que c'est que je suis en train de dire, je dénigre le gouvernement, c'est que cet individu-là travaille contre le gouvernement. Maintenant, non, mais laissez-moi finir. Sans vous arrêter, il y a quelque chose d'important qu'il faut que j'ajoute avant que je perde le cours des idées. Parce que le recours au marché financier n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on fait dans le cas de la RDC? On retourne vers la Banque centrale
et on fait pression sur la Banque centrale. On dit à la Banque centrale, allumez la fameuse machine là qu'on appelle la planche à billets. Imprimez-nous de l'argent, on va financer les projets du gouvernement. C'est ce que nous constatons, voilà pourquoi la monnaie se déprécie. En faisant cela, on crée trop d'argent dans l'économie, c'est-à-dire des francs congolais, qui ne sont pas soutenus par un matelas de devises. Mais vous souvenez le gouvernement qui dit maintenant, qu'il y a des conséquences. En faisant ça, il y a des chocs exogènes. Laissez-moi d'abord finir mon raisonnement. Laissez-moi d'abord finir mon raisonnement. En ayant fait ça, en ayant fait pression sur la Banque centrale qui a fait recours à la planche à billets, on a créé trop d'argent en francs congolais qui ne sont pas soutenus par le matelas de devises. La conséquence, c'est que sur le marché, il y a trop de francs congolais très peu de devises. Cela s'est traduit par la dépréciation monétaire. C'est pour cela que depuis un certain temps, la monnaie est en chute libre. Nous sommes passés de 2000 francs congolais pour $1 à 2500 francs congolais pour $1. C'est le résultat de cette mauvaise gouvernance. Le gouvernement explique cela par des chocs exogènes. Le premier des chocs, c'est justement la guerre russo-ukrainienne qui a des conséquences sur l'ensemble du continent. Vous n'allez pas le nier. Le deuxième choc, c'est la crise de Covid-19 qui a en tout cas endeuillé, pas endeuillé, mais qui a en tout cas secoué toutes les économies mondiales. Le gouvernement explique cela, la baisse de la dépréciation de la monnaie congolaise par notamment ces deux raisons. Qu'en pensez-vous? Vous savez, quand on ne peut pas prendre des mesures préventives pour juguler les conséquences des événements exogènes sur la monnaie nationale et sur l'économie nationale, c'est qu'on est incapable de pouvoir gérer le pays. C'est ça que ça veut dire en réalité. Mais moi, je vais vous dire qu'il y a des pays à travers le monde qui ne connaissent pas la même situation que nous. Bien sûr que la crise russo-ukrainienne a entraîné l'inflation au niveau mondial, a entraîné la hausse des prix des produits de première nécessité dans beaucoup de pays. Mais les pays ne reçoivent pas ou ne subissent pas ces conséquences-là dans les mêmes proportions. Notre taux de croissance est à 8%, dans les mêmes proportions. Vous savez, moi je ne suis pas très impressionné lorsque vous parlez donc des taux de croissance de 8% et consorts. C'est au-dessus de la moyenne africaine. La population congolaise ne consomme pas des taux de croissance. Il faut que la population congolaise ressente la croissance économique dans l'assiette de la ménagère. Hier, j'ai demandé à ma ménagère, elle devait aller acheter un sac de foufou de maïs ou la semoule. Elle achète souvent ça, elle m'a dit avant de partir à 50 000 francs congolais, 40 000, 50 000 francs congolais. Elle est partie, quand elle est revenue, elle m'a dit que ça coûte à peu près 80 000 francs congolais, 80-85 000 francs congolais. Un sac de 25 kilos. Un sac de 25 kilos. Ça m'a étonné. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de gens dehors là qui reçoivent leur salaire en francs congolais. Les fonctionnaires de l'État qui sont payés en francs congolais ne sont pas payés en dollars. Et lorsqu'on a une augmentation des prix de près de 50%, ça veut dire qu'on est en train de tuer la population. Le pouvoir d'achat s'est érodé complètement. En tant que gouvernants, les gouvernants doivent prendre des mesures pour protéger ce pouvoir d'achat de la population. L'une des choses la plus essentielles qu'il faut faire pour préserver le pouvoir d'achat de la population, c'est de s'assurer que la dépréciation monétaire reste dans les limites du raisonnable et que l'inflation soit maintenue dans les limites du raisonnable. Comment est-ce qu'on pouvait garder la dépréciation monétaire dans les limites du raisonnable? Si réellement on dit que nous avons 4,5 milliards de dollars de réserves d'échange, pour arriver à maintenir la dépréciation monétaire dans les limites du raisonnable, il faut injecter les devises étrangères dans l'économie pour qu'il y ait une offre de devises étrangères en quantité suffisante de façon telle qu'on n'a pas de pression sur la monnaie. En d'autres termes, qu'on puisse rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande des devises par rapport à la monnaie locale. On ne peut pas d'un côté donc dire, chanter, crier sur tous les toits que nous avons des réserves d'échange qui ont augmenté considérablement et nous ne sommes pas capables de pouvoir intervenir sur le marché en injectant une portion de ces réserves d'échange sur le marché afin de stabiliser le pouvoir d'achat
et Donc, déstabiliser les risques. Ça serait aussi un mensonge que nous ayons des réserves. Moi, je ne parle pas de près de 5 milliards. Non, je ne parle pas de mensonges. Il ne faut pas mettre dans ma bouche des choses que je n'ai pas dites. Si on dit que nous avons 4 milliards de dollars de réserves d'échange, c'est que nous avons 4 milliards de réserves d'échange. Je ne peux pas mentir. Mais ce que je dis, il faut maintenant qu'on analyse la qualité de ces réserves d'échange. Quelle est la qualité? La qualité de nos réserves d'échange, elle est médiocre. Et je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Elle est médiocre. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des réserves d'échange qui proviennent des exportations accrues de la République démocratique du Congo où nous produisons localement, nous vendons à l'étranger, nous gagnons de l'argent et nous ramenons ça pour épargner à la Banque centrale. Nos réserves d'échange proviennent essentiellement de l'usage des droits de tirage spéciaux de la RDC auprès du Fonds monétaire international, des aides qui proviennent du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, des aides qui proviennent de la Banque africaine de développement, des aides qui proviennent de l'Union européenne et d'autres bailleurs de fonds. Ce que ça veut dire, c'est que nous dépendons beaucoup plus de l'étranger et notre économie ne produit absolument rien. Le jour qu'on veut, en anglais, on appelle ça le jour qu'ils veulent pull the plug, s'ils veulent fermer le robinet, nous sommes étranglés. Mais par conséquent, nos réserves d'échange, nous pouvons applaudir parce que ça donne l'impression que ça a augmenté. Mais nous sommes même incapables de pouvoir les utiliser pour stabiliser la monnaie. Ça veut dire que la qualité n'est pas excellente. Il n'y a pas d'impact des réalisations de nos recettes d'énergie financière qui ont, je prends par exemple la DGI pour le mois de mai, 1,6 milliard de dollars américains. Est-ce que ces recettes ne peuvent pas avoir un impact, n'auront pas d'impact sur l'économie nationale? Mais bien sûr que mais ça revient à la même chose. Quand vous parlez de la DGI, de la DGRAD, ainsi de suite, là, toutes les régies financières, moi, je voudrais me situer au niveau national, au niveau global. Toutes les réalisations, là, entrent dans le budget national. Quand on fait la sommation, on trouve les recettes budgétaires. Okay? Et quand on regarde le budget, je viens de décrire tout à l'heure l'évolution du mois de janvier jusqu'à présent et les prévisions jusqu'à la fin de l'année. Donc, on peut applaudir quand on entend un montant de 1 milliard réalisé par telle régie financière. Mais pour quel objectif? L'objectif doit être d'avoir un budget costaud que nous utilisons pour financer les dépenses de l'État, les dépenses gouvernementales, pour arriver à délivrer sur le développement donc, du pays. Mais ce que je viens de montrer tout à l'heure là, est que nous sommes loin de pouvoir être satisfaits de ce que nous avons fait aujourd'hui. Moi, je voudrais dire une chose. Vous savez, il ne faut pas que la politique économique et financière du gouvernement se limite à maximiser les recettes fiscales. Il faut qu'il y ait une politique financière du pays. La politique qui consiste à maximiser les recettes fiscales, qui est très bien d'ailleurs. J'ai peur qu'elle puisse en même temps aussi étrangler l'économie. On réalise la maximisation des recettes avec des taux d'imposition trop élevés, les taux de douane trop élevés, au point où on asphyxie l'économie. Et on ne donne pas l'occasion à l'émergence des petites et moyennes entreprises au niveau national qui peuvent trouver que l'environnement des affaires est propice pour leur permettre de pouvoir naître et se développer. Trop de taxes tuent l'économie. Mwana mboka Noël Tchani na koyoka yo koloba penza olakisi na mpwasa ke économie na biso eza na ba problème mwa mingi kasi soki faut koloba bosolo tozongela ngo likamba budget olobi koki kokoma pe koki kokoma te mais depuis un certain temps tozalaki na problème to bando katisa 6 milliards te to bando katisa 5 milliards te mais lelo ba proposer biso ti na 7 milliards to bi na 16 milliards plutôt to bi kezaka ba prévision donc koki kokoma et koki pe kokoma te a été commis 13 milliards et ça mbongo kaka et mati quand même na o ezalaka l'époque yakala on se reconnaître que ben fort quand même salemi la régime pour na combattre mon solo à l'état. Je ne suis pas venu ici pour faire des compliments à qui que ce soit. Je vais vous dire une chose, c'est que on a connu un pays qui avait un budget de 4 milliards de dollars et j'estime que c'était vraiment la désolation. Pourquoi? Parce que nous avons un grand pays avec tout plein de ressources. Si nous mettons en place un système de bonne gouvernance, moi je suis dans le cadre du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Je table sur un budget de 75 milliards de dollars annuels, 75 milliards de dollars, que nous pouvons réaliser après les 5 premières années de réformes sérieuses.
Ah bon? Après les 5 premières années. Mais, donc les 5 ans d'abord passés, 5 ans du premier mandat. 5 ans de réformes, de premier mandat, faire des réformes sérieuses, mettre en place un système de bonne gouvernance, un système de Pour la justice première année, qui vous pouvez réaliser combien? Pour la première année, vous pouvez réaliser combien? À peu près. J'avais misé pendant les 5 premières années, d'année en année, un budget de 20 milliards de dollars. Mais c'est plus que les 16 milliards. C'est plus que les 16 milliards. Mais moi, j'aurais une méthode différente pour réaliser les 20 milliards de dollars. Tolérance zéro à l'égard des détourneurs de fonds publics, prédateurs de ressources naturelles et tous les magouilleurs. Mais le IGF fait un travail. Quand on attrape des voleurs, on les met au cachot, on les met devant la barre et on les sort et on leur donne des promotions. Ça veut dire quoi? Ça donne un message à tout le monde. Allez-y, détournez l'argent, il n'y a rien qui va vous arriver. Avec ce système-là, nous n'allons jamais atteindre le budget que nous souhaitons. Vous pensez que dans 5 ans, ça peut changer facilement? Dans 5 ans, la justice peut changer facilement. Mais il faut commencer quelque part. Quand on a des cas emblématiques de détourneurs de fonds publics, il faut qu'ils soient jugés, condamnés et mis en prison comme tout le monde. Sans oublier que le pouvoir exécutif... Et si jusqu'à présent, je peux vous poser la question, pendant les 5 dernières années, quels sont les gens qu'on a jugés, condamnés et mis en prison et qui sont en prison aujourd'hui? Vous pouvez me dire un seul nom? S'il y a un seul, il n'y a pas quelqu'un, un seul individu qui a été condamné pour détournement des fonds publics, prédation des ressources naturelles ou corruption pendant 5 ans. Vous attendez à quoi pendant les 5 prochaines années? Vous serez président de la République. En tant que président de la République, le pouvoir exécutif sera indépendant du pouvoir judiciaire. Comment vous allez faire en sorte que la justice... Quand vous regardez aujourd'hui les gens qui ont été arrêtés, mis devant la barre, condamnés, mis en prison, ils ne sont pas sortis parce que la justice donc les a blanchis. Ils sont sortis parce qu'il y a eu des pressions politiques. Et ce sont des politiciens. Par conséquent, si on veut vraiment l'indépendance du pouvoir judiciaire, il faut que l'exécutif reste en dehors de ces cas emblématiques donc de détournement des fonds publics, des poursuites judiciaires. Par conséquent, je salue le travail de l'IGF. L'IGF fait du travail, on envoie des dossiers à qui le droit, et c'est à ce niveau-là qu'il y a un problème parce que la justice ne fonctionne pas. C'est à ce niveau-là qu'il y a des problèmes parce que la justice ne fonctionne pas. Après 5 ans, vous dites que vous allez réaliser un budget de 75 milliards. Donnez-nous les secteurs porteurs de cette croissance. Non, je vous dis qu'après 5 ans, il faut déjà réorganiser simplement la gouvernance. Lutter contre les détournements des fonds publics, la prédation des ressources naturelles et la corruption. En luttant contre ces choses-là, vous allez voir que l'argent qui aujourd'hui n'entre pas dans le budget national va entrer dans le budget national. Je vais vous donner 2 ou 3 chiffres pour vous en convaincre. Le président Thabo Mbeki avait dirigé une mission des experts africains qui étaient venus ici en 2013, je crois. À la fin de cette mission, il avait fait une déclaration. Les autorités publiques au Congo ne font peut-être pas attention à ça. Il avait dit que 85% des revenus des ressources naturelles n'entrent pas dans le budget national. 85% des revenus des ressources naturelles. C'est que ça veut dire que si nous avons le budget que nous avons aujourd'hui de 16 milliards là, il ne représente qu'environ 15% de ce qu'il devait être. Inversez les chiffres, vous allez voir que si on récupère les 85% qui n'entrent pas dans les poches de l'État, on va atteindre mon budget de 75 milliards de dollars. Rien que la réorganisation de l'économie telle qu'elle est aujourd'hui. Ça, c'était un point de vue de quelqu'un qui venait de l'extérieur du pays. Maintenant, je vais vous donner le point de vue de quelqu'un qui est de l'intérieur du pays. C'est le professeur Lozolo Bambi, qui était conseiller du président de la République en matière de lutte contre la corruption. Il a toujours répété que chaque année, la RDC perdait entre 10 et 15 milliards de dollars sous forme de fraude fiscale, détournement du fonds public. Et on a identifié des endroits où il y a ces détournements-là. Moi, j'estime que si nous voulons être un pays qui fait des progrès, nous devons nous concentrer sur la réorganisation de la gouvernance interne déjà. Si nous le faisons, vous allez voir que les chiffres-là que les gens donnent comme ça, ce ne sont pas des fabrications qui viennent de la tête des gens. Ce sont des réalités.
il y a plusieurs recommandations qui ont été faites par l'IGF. Allez prendre les rapports de l'IGF. Quand vous voyez ces rapports de l'IGF, à quoi ça nous sert d'avoir l'IGF qui fait rapport sur rapport? Il n'y a pas que l'IGF, il y a la Cour des comptes, il y a l'inspection générale de la territoriale, il y a l'inspection générale de l'armée, de la police. Tous ces organes de contrôle font des recommandations. Il y a des cas de... Si nous mettons en œuvre ces recommandations-là, pour vous, le procès 100 jours n'a pas été... ne s'est pas déroulé tel qu'il devait se dérouler. Le procès 100 jours, on a vu des condamnations, des gens qui ont été condamnés, ont fait la prison, certainement ont purgé leur peine. Pour vous, ça n'a pas été bien fait. En tant que Congolais, vous êtes satisfait de ce qu'on avait réalisé? Qu'est-ce qu'on a réalisé avec ces procès-là? Qu'est-ce que l'État a gagné? Mais c'est non, je pose la question. Si la première fois qu'on a eu un procès et qui n'a pas donné de résultats, vous vous attendez à quoi la deuxième fois, la troisième fois? Ça devient l'habitude. Et les gens se sont habitués d'ailleurs. Je vous pose la question parce que vous êtes des journalistes distingués. Pendant les 5 dernières années, dites-moi un seul cas de corruption, détournement des fonds publics, prédation des ressources naturelles qui a été résolu par la justice et qui s'est soldé par la récupération de l'argent au profit du trésor public. Est-ce que vous en connaissez Si nous comparons l'époque l'époque de Kabila et l'époque du président Tshisekedi, je ne veux pas comparer les périodes. Est-ce que vous ne voyez pas quand même l'évolution dans le traitement des dossiers judiciaires? Je ne veux pas tomber dans ce jeu-là et je ne suis pas là pour faire le jeu des individus. Pourquoi vous voulez pas Je vous dis que le système de justice et le système de gouvernance sont tels que jusqu'aujourd'hui là, moi je ne connais pas un seul cas de lutte contre la corruption, prédation des ressources naturelles, détournement des fonds publics, qui a été résolu par la justice congolaise et qui s'est soldé par la récupération des fonds au profit du trésor public. Si vous en connaissez, dites-moi. Et basé sur ce que je vois, c'est que si les choses continuent, on ne pourra pas réaliser des résultats différents. C'est tout ce que je dis. Et je ne veux pas personnaliser les choses en disant quand il y avait telle personne ou quand il y a telle personne. Ce n'est pas ça le point. Je considère simplement que le système de gouvernance de la République démocratique du Congo est tellement pourri que 85% des revenus des ressources naturelles n'entrent pas dans les caisses de l'État. Quand vous parlez de système de gouvernance, vous faites allusion à quoi exactement? J'ai fait allusion... La gouvernance, c'est quoi? C'est l'ensemble des règles, des méthodes, des procédures qui permettent à un pays souverain de mobiliser les ressources publiques et de les allouer au profit du développement. C'est ça la gouvernance. Maintenant, ce que nous avons aujourd'hui, je fais allusion au fonctionnement du système de justice. Je fais allusion au mécanisme pour la collecte, mobilisation des ressources. Je fais allusion à l'entrée dans les caisses de l'État de l'argent qui appartient à l'État. J'aimerais reprendre. Ce système a pris corps quand? C'est quand on a accédé à l'indépendance ou c'est parce qu'il y a eu un régime qui a installé ce système? Quand est-ce que ce système a pris corps selon vous? Bon, quand on a accédé à l'indépendance, tout n'était pas rose, mais il y avait un minimum de moyens de fonctionnement de l'État et des mécanismes que si on avait continué à les entretenir ou à les perfectionner, on n'allait pas aboutir à la situation actuelle. Il y a d'autres pays africains qui ont traversé le même chemin. Quand vous regardez le Nigeria est connu comme étant un pays très corrompu. Mais c'est aussi un pays où l'État réalise un budget de près de 581 milliards de dollars par an. L'Angola ici à côté, c'est la même chose. Donc tous les autres pays de la planète vivent la même chose. Mais chez nous, je crois que la mauvaise gouvernance est instituée, est érigée en système. Si bien que les individus passent, les nouveaux arrivent et on continue avec le même système. Donc, quand je veux qu'on casse le système. Je ne veux pas qu'on cite des individus. Je veux qu'il y ait tolérance zéro à l'égard donc de la corruption. Je ne veux pas qu'on parle des individus, comme vous non plus, vous ne voulez pas qu'on parle d'individus. Est-ce qu'avec l'arrivée du président Tshisekedi, vous sentez que le système, l'ancien système commence à tomber? Je vous ai dit que je ne veux pas parler des individus. Tout à fait. Je vais vous répondre maintenant de façon plus claire. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, le Congo a échoué dans ce domaine-là de la gouvernance. On a échoué parce qu'au-delà des individus, les mécanismes de fonctionnement du système restent les mêmes. Puisque vous êtes candidat président de la République, vous évaluez celui qui est au pouvoir actuellement.
Est-ce que vous avez remarqué qu'il a apporté des réformes? Est-ce qu'il y a des réformes qu'il a apportées? Nous parlons de sa gouvernance, pas de lui en tant qu'individu. Je vous ai dit que je voulais éviter de parler des individus, mais parce que vous m'amenez sur ce chemin-là, je vais vous retourner la question pour que je puisse comprendre exactement. Quelles sont les réformes qu'il a faites pour changer le système de gouvernance et qui nous permettraient aujourd'hui de penser que les choses sont différentes qu'avant? Quelles sont ces réformes-là? Non, ici, malheureusement, c'est nous qui posons les questions. Ah, nous mais c'est très bien. Oui. Si vous posez des questions, ma réponse est que pour que moi je puisse dire que la gouvernance a changé, je voudrais que ça puisse se traduire dans les chiffres, dans le vécu quotidien de la population. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que pendant les 5 dernières années, il y a eu tellement d'amélioration de la situation du budget que cela s'est traduit par l'amélioration du vécu quotidien de la population, notamment par l'augmentation des salaires des individus de façon considérable, des salaires réels, pas des salaires nominaux, mais des salaires réels, où on peut dire qu'il y a un pouvoir d'achat. Je voudrais vous amener, par exemple, à parler de quelque chose d'important. Je voudrais vous amener à parler de quelque chose d'important. Tout le monde parle aujourd'hui du pouvoir d'achat de la population. Je ne connais pas le niveau réel du salaire minimum garanti en RDC. Quelqu'un qui travaille dans la ville de Kinshasa ou qui travaille en RDC, quel est le salaire minimum qu'il est supposé gagner pour être en mesure de vivre correctement, de dire que sa situation s'est améliorée? Moi, dans le cadre du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, j'ai établi ce niveau de salaire minimum là, garanti à $1000 par mois pour toute personne qui travaille au niveau de l'État, au niveau du secteur privé. Ça, c'est après 5 ans, non. Après le premier mandat. Pendant le premier mandat. Et ça peut être légiféré. Ça peut être légiféré, c'est-à-dire nous avons une législation du travail. Que prévoit la législation du travail en ce qui concerne le salaire minimum garanti? Ça peut être légiféré, les policiers, il faut que l'État touchent $100. Il faut que l'État... Et les policiers ne touchent même pas $100. Pour le moment, nous sommes un pays importateur, on importe presque tout. J'arrive. Les policiers ne touchent même pas $100. Ils touchaient $100 au moment où le taux d'échange était de $1 égal à 920 francs congolais. Aujourd'hui, un policier continue à toucher le même salaire ou sinon modifié. Un policier touche donc moins de 200 000 francs congolais. Les 200 000 francs congolais, vous convertissez à dollars, c'est moins de $100. Avec ça, vous êtes incapable de payer le loyer, le transport, les médicaments, les frais de scolarité pour les enfants, de vous loger correctement et de nourrir votre famille. Alors, comment voulez-vous que je puisse dire que nous avons augmenté le budget, nous avons amélioré, donc les choses se sont améliorées? Je regarde le niveau de vie de la population, ce niveau de vie de la population. Il est pratiquement... Docteur Noël Tchani, oza mutamaye lezo balopoto kitoko makasi. Ya ona linga toko talinga. Yo pesa mutamaye lezo lo balinga makasi. Parce que le problème est ali likambo simbi et simbi sensibilité à population, likambo kolia ya nzala ya problème, ya pauvreté na mboka, ba simbi mboka ici kufa. Yo soki okomi mokonzi mboka lelo, okosala ndenge ni pour la musamboka. Modèle économique na yo ekozala nini parce que discours ezali le pouvoir pour ça. Très bien. Maman, merci pour la question, Tony. Ça, c'est une très bonne question. Je vais essayer d'y répondre. Quel est le modèle économique que moi je mettrai en place pour arriver à régler ces problèmes-là? Je vais vous dire que, de prime abord, je ne suis pas venu ici avec une tête vide, sans avoir donc une vision de développement, une stratégie de développement. J'ai une stratégie de développement que vous connaissez par cœur, qui s'appelle le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. En quoi ça consiste en réalité? Dans ce plan Marshall, je préconise le libéralisme économique où on va créer des conditions pour que chacun de nous puisse vaguer à ses occupations, aller dans le secteur privé et se débrouiller, si je peux dire, à des niveaux différents où il y aura des petites et moyennes entreprises, des grandes entreprises, entreprises industrielles, mais qui bénéficient d'un soutien assez organisé de la part de l'État. Donc, libéralisme économique avec une dose très forte de l'interventionnisme étatique, c'est-à-dire nous sommes dans un pays où tout est à faire et à refaire. Parce que tout est à faire et à refaire, nous trouvons que toute l'économie du pays se trouve par exemple dans les mains des étrangers. Vous ne venez pas corriger ces injustices-là simplement avec des petites actions à gauche et à droite. J'ai une stratégie pour basculer l'économie des mains des étrangers dans les mains de tout le monde. C'est pas la première année, c'est pas la première année. Sans nationaliser les étrangers, sans nationaliser les entreprises qui appartiennent aux étrangers. Je voudrais qu'on amène les Congolais dans le siège du conducteur. Il y a des mécanismes pour ça.
pour arriver à amener les Congolais dans le siège du conducteur. En commençant, par exemple, par... Il faut d'abord la formation. Il faut certains Congolais soient formés pour ça. C'est pour ça que je suis professeur à l'université. Nous sommes en train de former donc des cadres universitaires qui peuvent prendre le dessus. Je donne 2 ou 3 secteurs. 3 secteurs qui sont importants. Le secteur des banques. Mesdames et messieurs, nous n'allons pas réussir avec un secteur de banques se trouvant exclusivement dans les mains des étrangers. On ne va pas réussir. Les banques étrangères n'ont pas d'appétit pour le financement des activités nationales. Elles sont tournées vers le financement du commerce. C'est-à-dire faire même, c'est je peux dire, organiser la fuite des capitaux. On gagne de l'argent au Congo, on le place dans les pays d'où ces banques-là sont originaires. Nous n'allons pas réussir avec ça. Nous devons casser ce système. Pas casser, détruire ce qui existe, mais le réformer de façon à amener les Congolais dans le siège du conducteur. On a eu 2 opportunités de pouvoir amener les Congolais dans le siège du conducteur dans certaines des banques ici localement. La première opportunité était laquelle? La BIAC. La BIAC, on l'a vu, tomber en faillite. Il fallait que l'État intervienne. Mais au lieu de dire l'État intervient, on sauve simplement les capitaux des étrangers, il fallait que l'État intervienne et devienne même un État actionnaire, quitte à organiser le désengagement de l'État au profit des Congolais par la suite. Deuxième opportunité, c'est la Afriland Bank. Afriland Bank est tombée en difficulté dans les mêmes conditions. Une banque où les étrangers ont investi 30 millions de dollars. Et quand elle a des difficultés pour intervenir, pour la sauver, l'État congolais, à travers le ministère des Finances ou la Banque centrale, y injecte 50 millions de dollars. Mais est-ce que nous savons ce que nous faisons? Ce qu'il fallait faire, c'est quoi? En mettant cet argent-là, il fallait renégocier la recomposition du capital pour que l'État devienne actionnaire, aux côtés de ceux qu'on a trouvés qui sont des étrangers. Par exemple, dans la proportion de 60-40, 60 qui devient l'État, 40 parce que nous avons mis plus d'argent que les actionnaires privés qui étaient là-bas. Maintenant, je ne veux pas que l'État reste actionnaire pour toujours dans une banque privée, qu'on organise par la suite le désengagement de l'État en vendant les portions de l'État, les actions de l'État aux Congolais, privés ou institutionnels. Il y a plusieurs opportunités comme ça pour changer en quelque sorte la dynamique du secteur financier. Merci beaucoup. Nous ratons opportunité après opportunité. Mais pendant ce temps, beaucoup de priorité. Tant que nous avons on a commencé à parler de comment faire passer l'économie des mains des étrangers aux mains des Congolais. Je ne dis pas que c'est la seule priorité que ça. Nous parlons de cela pour maintenant. En ce qui concerne l'Est, vous voulez que je vous dise ce que je pense de l'Est? Nous avons commis des erreurs monumentales là-bas. Lesquelles? Je ne considère pas qu'il fallait entrer dans la communauté des États d'Afrique de l'Est. Je ne considère pas qu'il fallait faire venir. C'est une erreur monumentale, s'il vous plaît, docteur. C'est une erreur monumentale parce que la communauté des États d'Afrique de l'Est comprend des pays qui sont des pays agresseurs à l'égard de la RDC. Le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, tous ces pays-là, ça fait partie de cette communauté-là. En entrant dans cette communauté, qui prône d'ailleurs des choses très graves, telles que la libre circulation des personnes et des biens. Libre circulation des personnes, ça prône même la détention d'un passeport régional commun. C'est-à-dire que nous, les Rwandais, les Ougandais, tout ce monde-là, on va avoir le même passeport, ils vont entrer dans notre pays comme ils veulent. Les mêmes personnes qui viennent ici pour soutenir les rébellions, pour nous déstabiliser. Mesdames et messieurs, je pense qu'il y a un problème dans la vision que nous avons pour notre pays. Moi, je ne pense pas qu'il fallait le faire. Maintenant, la même communauté, on a fait venir l'armée de ces gens-là. Mais cette armée-là, elle arrive au Congo pour combattre qui? Pour combattre leurs frères Tutsis rebelles du M23. Et ce sont les mêmes personnes-là qui viennent du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi. Même si l'Ouganda ne fait pas partie de l'armée régionale entrée, il reste la même personne, les mêmes personnes. D'accord. Je crois qu'il y a un problème de vision de notre côté et ce sont des erreurs qu'on aurait dû éviter. Merci beaucoup. Je continue à penser qu'on aurait dû, dès le départ, s'appuyer sur la SADC s'il fallait. Mais la solution à long terme qu'il nous faut, c'est restructurer l'armée congolaise, la police congolaise, les services de sécurité. Et nous avons eu 5 ans pour le faire. Comment réagissez-vous à cette déclaration du président burundais qui dit « Nous partirons de la RDC que quand l'armée congolaise sera capable de sécuriser la population ». Il a dit ça. Et nous n'avons pas fait attention, c'est très grave.
ça veut dire qu'ils nous insultent dans notre propre pays, que nous ne sommes pas capables d'avoir une armée aujourd'hui, demain, après-demain. Donc ils se sont installés. Mais il n'y a pas que le président du Burundi qui a dit ça. Le président Kenya vient de dire la même chose. Quand ils étaient au sommet à Paris, on lui a posé la question sur RFI. Et il a dit, nous n'allons pas quitter la RDC, peut-être pendant les 30 prochaines années. Nous allons rester là-bas. Pourquoi? Parce que l'insécurité à la RDC nous affecte aussi. Nous sommes aussi les pays de l'Est dans cette région-là. Par conséquent, ces armées-là ne sont pas venues pour nous aider, pour que nous puissions donc nous libérer donc de demain après-demain. Ils veulent rester pour toujours. Processus électoral. C'est une erreur de vision, une erreur de stratégie que je pense est détrimentale à l'existence même de l'État congolais. Processus électoral en RDC, processus en cours. Il y a des partis politiques qui annoncent qu'ils ne vont pas prendre part à ces scrutins si certains préalables ne se remplissent pas. Vous avez M. Fayoulou, M. Mouzito, le FCC de M. Kabila qui posent des conditions sans lesquelles ils ne prendront pas part à ces scrutins parce que, selon eux, ces scrutins préparent la victoire d'un camp politique, la majorité qui est au pouvoir avec le président Tshisekedi. Quel est votre point de vue? Parce qu'on ne vous a pas beaucoup suivi vous prononcer sur cette question. Quel est votre point de vue sur le déroulement des élections? Est-ce que la CENI actuelle serait-elle en train de préparer la victoire de l'UDPS, de l'Union sacrée à la présidentielle et même aux législatives? Mon parti, la force du changement, qui est légalement reconnue aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur et qui est habilité à participer à la compétition électorale à tous les niveaux, présidentiel, législatif, national, législatif, provincial. La force du changement entend pouvoir rencontrer le président Teni Kadjima de la CENI dans les jours qui viennent. Nous avons aussi des préoccupations que nous voulons discuter avec lui, des assurances que nous voulons recevoir avant de pouvoir émettre un avis public pour dire oui aux élections ou bien non aux élections. Mais s'il vous plaît, je ne voudrais pas que en parler avant de pouvoir rencontrer la Il y a beaucoup de préoccupations. Il y a beaucoup de préoccupations. Il y a beaucoup de préoccupations qu'il faut arriver à régler. On ne peut pas avoir une seule préoccupation, juste une seule. Je ne voudrais pas aller... Vous savez, quand vous voulez aller parler avec quelqu'un, je pense qu'il faut lui réserver la primeur de vos idées. Je ne veux pas commencer à aller dans la presse, commencer à dire ça ou ça. Ça va le mettre donc sur une position de ne pas nous entendre ou de ne pas nous écouter. Certains disent que vous êtes le candidat du pouvoir, mais vous vous présentez sous la casquette de l'opposition. Vous êtes un candidat du pouvoir. Donc le pouvoir a deux candidats. Donc le pouvoir a deux candidats. Non, un candidat qui a été préparé par le pouvoir, mais qui ne veut pas être aligné sous le label du pouvoir. Surtout que vous avez position, vous avez l'opposition, vous avez la majorité, vous avez WAPI finalement. Non, maman, nous avons donné des positions sur des choses très graves. Je viens de critiquer le budget de façon sérieuse ici. Vous connaissez quelqu'un dehors là, parmi les gens de l'opposition qui ont critiqué ce budget comme je le fais? Donc, il ne faut pas que les gens puissent mettre leur frustration là où il ne fallait pas le faire. Je crois que le pouvoir n'a pas de candidat. Le pouvoir a un président de la République qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Et c'est derrière lui que toute son équipe là, qu'on appelle l'Union Sacrée, se range. Nous ne sommes même pas membres de l'Union Sacrée. Donc il ne faut pas nous mélanger avec des gens qui sont très différents. Voilà pourquoi ils disent que vous préparez pour... Vous avez conçu la loi Tchani pour écarter un des candidats potentiels de la présidentielle, M. Moïse Katumbi. Ils disent, quand vous dites ils disent, les gens, ces gens-là, c'est qui? C'est eux-mêmes de l'opposition. Ok. C'est une très bonne chose de pouvoir... Eux-mêmes, des gens de Moïse Katumbi. Ah, ben, très bien. Donc, ils sont dans une situation de conflit d'intérêts. Ce pays-là, il faut que les gens soient conscients que nous avons des problèmes sérieux. Quels sont ces problèmes-là? Nous sommes confrontés à l'instabilité de l'État à cause des infiltrations qui ont été organisées, planifiées, exécutées à la perfection par des gens qui ne défendaient pas l'intérêt du Congo. Depuis un certain temps, le Congo est infiltré. Si nous ne sommes pas en mesure de mettre fin à la guerre à l'Est aujourd'hui, c'est parce que l'armée congolaise, la police congolaise, les services de sécurité incluent des gens à notre intérieur dans ces institutions-là qui ne sont pas 100% loyaux à la République démocratique du Congo. Des gens qui sont des infiltrés, des mercenaires de l'étranger, qui ils portent la casquette des Congolais, mais quand il faut agir, par exemple la guerre contre le Rwanda, j'ai condamné
avec la dernière énergie, cette guerre-là. Et j'ai dit qu'il faut arrêter Kagame et l'amener ici, le juger, le mettre à Makanda. Parmi les candidats de l'opposition, celui que vous venez de mentionner là. Vous l'avez déjà entendu parler, citer le nom de Kagame? Il ne peut pas citer le nom de Kagame. Pourquoi? Parce qu'il a une femme tutsi rwandaise, burundaise, parce que lui-même, il n'est pas congolais à 100%. Il est d'un père grec, italien, israélien, d'une mère zambienne. Concevoir M. Moïse Katumbi, président de la République, c'est inconcevable pour un pays comme la RDC. Si vous voulez mettre fin à la souveraineté nationale et vendre le pays aux étrangers, allez-y. Mais moi, je vous dis que ce serait un précédent fâcheux qui va mettre fin à la souveraineté nationale. Alors que Zalaki, récemment, gouverneur, il y a une femme rwandaise burundaise. Pardon? Parce qu'il y a une femme rwandaise burundaise. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il ne peut pas être loyal à la RDC. Il est dans une situation de conflit d'intérêts. Cette situation de conflit d'intérêts surgit du fait que tous ses deux parents ne sont pas congolais. Ou tous ces deux parents ne sont pas congolais. Tout le monde le sait que sa mère est zambienne, son père est grec, italien, israélien, sa femme est burundaise. Bon, tout le monde peut avoir le passeport congolais. Vous allez là-bas dehors, là, vous pouvez acheter un passeport congolais. Donc tout le monde peut avoir le passeport congolais. Et nous, nous ne disons pas que s'il est congolais, s'il dit qu'il est congolais, nous disons simplement que ceux qui ne peuvent pas être des pères et des mères congolais se trouveraient dans une situation de conflit d'intérêts. La situation de conflit d'intérêts surgit comment? Si moi, je suis de père congolais et de mère rwandaise et que je deviens président de la République, je ne peux pas prendre des décisions exclusivement dans l'intérêt de la République démocratique du Congo, le pays de ma mère, contre le pays de mon père, contre le pays de ma mère. Mais Moïse Katumbi a été gouverneur par exemple, vous avez entendu Paul Kagame tout récemment. Il réclame les terres Sud Kivu, Maniema et Nord Kivu. Il dit que ces portions-là appartiennent au Rwanda. Imaginez si nous avons maintenant un président de la République qui a des affinités avec le Rwanda au niveau parental. Ce président de la République, il va trahir la RDC en donnant le Sud Kivu, le Nord Kivu, le Maniema au Rwanda. Et nous allons perdre la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Nous devons éviter cela. Nous disons que ceux qui ne sont pas des pères et des mères, qui ne peuvent pas être 100% loyaux à la République démocratique du Congo, ceux-là peuvent occuper d'autres fonctions. Ils peuvent occuper des fonctions de ministre des Sports, président des clubs de football, vendeur de poissons. Ils peuvent faire beaucoup de choses dans le pays. Il y a beaucoup de choses dans le secteur privé qu'ils peuvent faire. Ils peuvent être professeurs d'université, médecins et j'en passe. Mais on ne peut pas prendre le risque de prendre le pays, les mettre dans les mains de ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont en situation de conflit d'intérêts. Ce serait leur demander trop que d'abandonner donc le pays de l'autre parent. Le cas Obama n'est pas illustratif. D'un père kényan qui a dirigé l'économie américaine a été florissante à l'époque de M. Barack Obama. Est-ce que ça ne peut pas être un modèle pour nous? Vous savez, quand on fait des lois, il faut que ces lois-là reflètent les réalités nationales. Les États-Unis, c'est un pays d'immigrés. Le Congo n'est pas un pays d'immigrés. Le Congo, c'est un pays des autochtones. Les États-Unis, en tant que pays d'immigrés, reçoivent les gens qui viennent de tous les pays du monde. Et ils se sont dit qui est-ce qu'on va considérer comme étant un vrai Américain capable de défendre les intérêts des États-Unis. Ils ont dit tout celui qui est né sur le sol américain. Ok? Obama est né sur le sol américain. Au même titre que Bill Clinton, Ronald Reagan, George Bush ou Joe Biden. Il est américain de père et de mère, d'après cette définition-là. Loyal aux États-Unis d'Amérique. Et d'ailleurs, Obama, ce sera un président qui aura fait très peu de choses pour l'Afrique par rapport à d'autres présidents. Donc, on ne fait pas le juger on accuse la loi Tchani d'être similaire à cette loi de l'ivoirité qu'on a connue en Côte d'Ivoire qui a fait des troubles post-électoraux. Ça sont des ignorants qui disent ça. La loi Tchani n'a rien à voir avec l'ivoirité. Pourquoi? Parce qu'en Côte d'Ivoire, on refusait la nationalité ivoirienne à 7 millions d'Ivoiriens au nord de la Côte d'Ivoire, à la frontière avec le Burkina. On disait, vous n'êtes pas des Ivoiriens, vous êtes des Burkinabés. Par conséquent, vous ne faites pas partie de notre pays. La loi Tchani ne refuse la nationalité congolaise à personne. Même pas Moïse Katumbi. On ne refuse la nationalité congolaise à personne. S'il a suivi la procédure pour obtenir la nationalité congolaise, s'il est un étranger, il s'est naturalisé congolais, nous l'accepterons. Comme président, président de la République. Non, on l'accepterait comme Congolais.
Mais il n'est pas éligible pour les fonctions de souveraineté qui sont réservées exclusivement aux Banamboka. Les propriétaires de la terre, les autochtones, ceux qui sont des pères et des mères. Je voudrais vous inviter à regarder la fiche que l'ONIP fait remplir aux gens aujourd'hui pour recevoir la carte d'identité. On demande dans cette fiche-là votre nom, votre prénom, votre identité. On demande votre père, il est qui? Votre mère, il est qui? Ils sont originaires de quel village? C'est ça qu'on doit utiliser pour déterminer qui est éligible pour les fonctions de souveraineté ou pas. Si on vous demande, vous, Dan Zinc, vous dites, je suis congolais, voici mon père s'appelle tel, ma mère s'appelle tel. Et nous applaudissons. Mais le père et la mère, là, ils sont originaires de quel village? Et vous nous dites, mon père est originaire de la Grèce, full stop. Vous ne pouvez pas devenir président de la République au Congo. Ça, c'est la RDC. Mais ce n'est pas encore voté. Problème et occupation, on attend beaucoup opportunité vraiment, il y a Dolanda qui même réaction, il y a Banganzambe sur Mobeko, apparemment, il y a Kabola. Et je vais répondre à cette préoccupation-là. Je voudrais, vous savez que je suis catholique pratiquant. Je suis ministre eucharistique dans mon église à Washington. Donc, je ne veux pas entrer en contradiction avec certaines des choses qui sont dites par les religions, les églises. Mais je veux vous dire que cette loi, la constitution de la RDC aujourd'hui a divisé la population congolaise. Elle a divisé la population congolaise en Congolais de l'intérieur, 107 millions qui sont des Congolais, n'est-ce pas? Mais on refuse la nationalité congolaise aux Congolais de l'étranger qui ont acquis de nationalité étrangère. On dit que vous avez acquis la nationalité étrangère. Le principe de l'unicité de la nationalité ou de l'exclusivité de la nationalité fait que vous n'êtes plus des Congolais. On a divisé la population en Congolais de l'intérieur et Congolais de l'étranger. La loi Tchani, de père et de mère, propose le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. C'est-à-dire que quand on est Congolais, on reste Congolais jusqu'à la mort. Personne ne peut vous enlever ça. Par conséquent, à la minute que cette loi passe, les 15 millions de Congolais qui sont dans la diaspora recouvrent la nationalité congolaise d'origine. Parce qu'ils recouvrent la nationalité congolaise d'origine, on aura 15 millions de Congolais de la diaspora, plus les 107 millions de Congolais qui sont tous maintenant des Congolais, on aura une population totale de Congolais. On vous accuse d'être américain. 122 millions d'habitants. Laissez-moi finir d'abord. 122 millions de Congolais. On a réunifié la population congolaise qui était divisée sous la constitution actuelle. Donc, je voudrais demander à nos supérieurs hiérarchiques au sein de l'Église d'aller faire leur homework et ils vont comprendre que cette loi, elle réunifie une population déjà divisée. Leur idée de dire que la loi divise, là, elle est fausse. Mais aligné, mais pas examiné dans l'Assemblée nationale, les a déjà pour interpeller. Je peux vous dire qu'elle sera examinée au mois de décembre. Et adoptée. Au mois de septembre. Elle sera examinée, adoptée avec une majorité écrasante. On vous accuse vous-même d'avoir un passeport américain, d'être américain. Est-ce que vous... Ce sont des rigolos. Je ne peux pas répondre à toutes les allégations des rigolos. Vous savez pourquoi? Cette allégation-là, elle était sortie avant la validation des candidats à la présidence de la République en 2018. Les autorités avaient examiné et ils avaient conclu que j'étais Congolais de père et de mère, originaire de Nganajika, fier de l'être aussi. Et ce qui est intéressant dans mon cas, c'est que je ne suis pas simplement Congolais de père et de mère. D'arrière-grands-parents, d'arrière-arrière-grands-parents, vous pouvez aller jusqu'à 10 générations. Et en plus de cela, je vais vous dire, il y a mes amis avec qui on a grandi là-bas, qui m'ont dit que quand ils ont entendu ces allégations-là, ils se sont dit, mais tiens, est-ce qu'il y a des Américains en Nganajika? Je vous confirme qu'il n'y a pas d'Américains en Nganajika. Nous sommes très fiers d'être au centre de la République et peut-être l'un des coins les plus rares de la RDC qui n'a pas de contact avec le monde extérieur. Nous sommes 100% congolais et très fiers de l'être. Mais ceux qui sont dans les frontières, les nationalités sont douteuses un peu. Non, je ne dis pas que leurs nationalités sont douteuses. Vous pouvez être aux frontières et avoir des parents qui sont 100% congolais. Donc il ne faut pas créer cette différenciation entre Congolais. Pourquoi voulez-vous alors l'irrévocabilité de la nationalité congolaise? Je veux l'irrévocabilité de la nationalité congolaise parce que je considère... Vous savez, j'ai l'avantage que beaucoup de Congolais n'ont pas. J'ai voyagé dans 125 millions, dans 125 pays à travers le monde. 125 pays. Partout où je suis passé, j'ai vu par exemple des Chinois. Ils peuvent vivre aux États-Unis pendant tout le temps qu'ils veulent. Quand ils rentrent chez eux, on les appelle des Chinois. Des Japonais, c'est la même chose. Les Indonésiens, c'est la même chose.
Ils peuvent rentrer à tout moment, ils sont toujours originaires de leur pays. Allez en Afrique de l'Ouest, tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Les Sénégalais, ils vont à Paris, ils prennent les passeports français pour avoir des facilités à faire certaines choses là-bas. Mais ils gagnent l'argent, ils investissent au Sénégal. Ils vont aux États-Unis, ils font la même chose. Vous pouvez trouver un Sénégalais avec 5 passeports. Il est américain, français, belge, ainsi de suite. Là. Ils viennent même au Congo, il y en a qui sont parmi nous et qui disent qu'ils sont congolais. Nous, Congolais, on a été dirigés par des étrangers ici, qui voulaient en quelque sorte que tous les Congolais fuient le pays et qu'eux puissent envahir notre pays. Par conséquent, le principe de l'exclusivité, de l'unicité de la nationalité, de l'exclusivité de la nationalité congolaise a été entretenu par eux. Ça ne fait aucune différence. Dans Zinc, comme vous êtes aujourd'hui, vous partez aux études à Paris. On vous dit que si vous voulez devenir médecin à Paris, terminez votre programme d'études, vous devez prendre la nationalité française. Vous prenez la nationalité française, vous obtenez votre diplôme de médecin. Vous travaillez même là-bas. On dit que pour travailler, vous devez être français. Vous travaillez même là-bas pendant 10 ans. Dans Zinc, il n'y a rien qui a changé en ce qui concerne votre connexion avec la RDC. Vous êtes toujours congolais, vous êtes toujours le nôtre. Ce que nous disons, c'est que si vous allez à l'étranger, pour des raisons qui vous sont particulières, et vous prenez ces nationalités-là, moi je les appelle des papiers, étalio, c'est votre affaire. Le jour que vous voulez retourner au Congo, nous vous accueillons avec tambour et trompette. Le nôtre est revenu, il est toujours congolais. De sang, de cœur, de cerveau, tout, il n'y a rien qui a changé. C'est ça que nous prenons avec cette loi. Docteur Noël Tchani, émission comme Nasuka, pour une fois, on le batalingala, ceux qui pètent chez nous, ceux qui soient, et ça l'a bien pour tout le balikamba des pères et des mères, pour tout le bapenza, et à solo. Tant qu'on a le balikamba, conflit d'intérêt, n'est-ce qu'on mesure conflit d'intérêt, moto à coli awa. Mususu abotamia asani musala atongi batku bazoloba yo muto yeli biso de père et de mère otonga nini na Congo na par rapport ya bato yo zotanga kawana muto atangi akoli asani mambe bele na mboka lelo alingia comme président te yete po aza de père et de mère te mais muto mo oti libanda asala lelo côté alingia comme président. Est-ce que c'est normal? Ma chère, moi je veux vous dire que la souveraineté nationale ne se négocie pas. L'appartenance à un pays ne se fabrique pas. Quand vous êtes congolais et vous le ressentez dans votre estomac, dans votre cerveau, dans votre cœur, vous allez rester à être congolais. J'arrive. J'arrive. Je vous ai dit que moi j'étais dans 125 pays différents. Il n'y a aucun pays où je peux prétendre même occuper un poste de souveraineté. Aucun de ces pays-là. C'est parce que vous n'avez pas vécu à l'étranger. Les Congolais de la diaspora comprennent mieux ce que je propose ici. Pourquoi? Parce que partout où ils sont, ils ne peuvent même pas devenir chef de quartier. Ok? Par conséquent, nous ne sommes pas un pays de xénophobes. On accepte tout le monde. Les étrangers peuvent venir vivre chez nous, travailler avec nous. Ils peuvent tout faire dans notre pays. Mais ils ne doivent pas toucher les fonctions de souveraineté. Parce que ces fonctions-là sont très sensibles. Ces fonctions-là vont même dans le sens de la disparition du pays ou bien la survie du pays. Et tous les pays du monde ont pris ces règles-là. Je voudrais vous mentionner quelques pays qui ont adopté ces dispositions. La Zambie, ici à côté. La Zambie, c'est un cas assez extraordinaire. Il y avait un président qu'on appelait Sata. Ce président, il avait choisi un vice-président qui était M. Scott, un blanc, originaire, donc zambien, mais originaire donc de l'Irlande. Et la Constitution donc dit qu'en cas de décès du président de la République, c'est le vice-président qui prend la place pour organiser les élections. Et les Zambiens n'avaient jamais pensé qu'un président de la République pouvait mourir. Pouf, Sata est mort au pouvoir. On se réveille le matin, il y a un monsieur qui fait une annonce à la nation. Mes chers compatriotes zambiens, je m'appelle Scott, je suis votre président. Tous les Zambiens étaient ouf, quoi? Vous êtes blanc, président en Zambie, un pays de noirs, mais ça ne marche pas comme ça. On lui a dit, organisons les élections vite. On va même modifier la Constitution pour dire que désormais, pour être candidat à la présidence et diriger donc le pays à ce niveau-là, il faut être zambien d'origine, by birth, et avoir les deux parents, père et mère, zambien d'origine, c'est-à-dire l'équivalent de deux pères et de mères. D'accord. Par conséquent, il y a plusieurs pays, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, vous appelez comment, la Turquie, tous ces pays-là, ils ont ces mêmes dispositions. Même les États-Unis d'Amérique,
Il y a des gens qui sont des éminentes personnalités comme les Kissinger, les Arnold Schwarzenegger, qui ont tout fait, qui sont devenus même des secrétaires d'État, mais qui ne peuvent pas devenir président de la République. Parce que on estime qu'ils sont dans une situation de conflit d'intérêts que j'essaie d'éviter à mon propre pays. Parmi les 5 présidents qu'on a connus depuis l'indépendance, est-ce qu'il y a quelques-uns ou soit l'un d'entre eux qui n'avait pas été congolais? Vous savez, mon travail, en réalité, n'est pas de vérifier l'identité de maman ici, votre identité, pour déterminer si vous êtes congolais ou pas, ou d'aller dans le passé pour voir si Kasavubu, Mobutu, Kabila père, Kabila fils, tu sais que pour vérifier s'ils avaient des connexions parentales avec le monde extérieur ou pas. Parce que vous voulez protéger. Ce n'est pas mon travail. Parce que vous voulez protéger cette souveraineté. Je veux qu'il y ait des institutions habilitées à faire ce travail-là. Ces institutions-là, c'est l'ONIP, c'est la CENI, c'est la Cour constitutionnelle. Chacun de nous qui a un problème en ce qui concerne d'où il vient, ses parents et consorts, il faut qu'on soit en mesure d'interroger le système et le système va nous répondre. Donc moi, je ne veux pas entrer dans des cas individuels. Pourquoi? Parce que quand on fait ça, on tombe dans le piège de personnaliser la loi alors qu'elle est supposée être impersonnelle. Parmi les raisons qui vous ont poussé à proposer ça, à initier cette loi, c'est qu'il y a eu des présidents, peut-être des dirigeants qui n'ont pas été congolais de père et de mère. C'est parmi les raisons. Je vais vous dire que la loi n'est pas focalisée simplement sur le poste de président de la République. Il y a 250 postes de souveraineté qui sont visés. Président de la République, 250 postes. 250 postes. Président de la République, président du Sénat, de l'Assemblée nationale, les hauts magistrats de la République, les gouverneurs de la Banque centrale du Congo, le président de la CENI, de la Commission électorale nationale indépendante, les hauts commandements militaires de l'armée, le haut commandement du commissariat général de la police, l'ANER, l'Agence nationale des renseignements, la DGM, la Direction générale de migration, les ambassadeurs de la RDC à l'étranger, les gouverneurs de province et leurs adjoints, et j'y ajoute leurs épouses, les épouses ou les époux. Pourquoi? L'époux d'une personne dans un poste de souveraineté. Elle doit être congolaise de père et de mère. Et je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Parce que nous voulons éviter la situation de conflit d'intérêts. Imaginez par exemple que vous êtes président de la République et vous avez une femme Tutsi ougandaise. Et nous avons des problèmes avec ces pays-là maintenant. Est-ce que vous pouvez prendre toutes vos décisions en faveur de la RDC sans tenir compte des intérêts du pays de votre femme? Non. Vous serez dans la même situation de conflit d'intérêts que comme si vous aviez une mère ougandaise. Par conséquent, pour éviter cela, nous disons, nous avons de très belles femmes au Congo. Regardez par exemple. Elles sont très belles. Trouvez une de nôtres, épousez-la. Présentez-nous donc la première dame congolaise. On sera très fiers d'elle. Et de toutes les façons, on a 60% des femmes congolaises sur la population totale de 107 millions d'habitants. Nous avons 60% de cette population constituée des femmes. Vous les laissez au chômage, vous allez donner du travail à l'étranger et vous voulez revenir ici pour nous dire que vous voulez être président donc des Congolais, il y a un problème. Et que répondez-vous à ceux qui disent qu'il y a une forte discrimination raciale dans ça? Discrimination tribale ou d'origine? Tribale. Je vais vous poser une question. Oui. Ok, je ne connais pas les provinces d'où vous venez et moi ça ne m'intéresse même pas de savoir ça, mais moi je vous dis que je viens de la province de la Lomami. Est-ce que je vous ai dit que pour être président de la République ou bien occuper les fonctions de souveraineté, il faut être originaire de la Lomami? Je vous ai dit ça? Non. J'ai dit qu'il faut être congolais. Et tous les Congolais sont concernés. Toutes les tribus sont concernées. Il y a des tribus qui sont en Congo, qui sont en Angola. Il y a des tribus qui sont en Zambie, qui sont au Congo. Que faire pour régler ces problèmes? Parce qu'il y a des tribus qui sont transversales dans plusieurs pays à la fois. À un moment donné, chacun de nous doit savoir s'il est congolais ou bien il est étranger. Donc, si vous avez une tribu qui est là-bas, il y a des tribus, on l'a coupée en deux. Il y a des familles qui appartiennent à la même tribu, mais une portion de la famille se trouve au Congo. Une portion appartient à l'Angola. Ces gens-là, ils sont éligibles pour les fonctions de souveraineté en Angola. Et les nôtres qui sont avec nous sont éligibles pour les fonctions de souveraineté au Congo. On ne peut pas donc prendre quelqu'un de la même tribu de l'Angola pour venir président de la RDC. Il y a un ami qui m'a posé une question sur WhatsApp ou bien sur Twitter. Il m'a dit, mais mon père est congolais de Kinshasa et ma mère est congolaise de Brazzaville. Est-ce que je suis congolais de père et de mère? Je lui ai répondu, non, vous n'êtes pas congolais de père et de mère.
vous êtes Congolais de père, Quinois, Congolais de la RDC, et l'autre portion, c'est un pays étranger. Mandeli ko vérifier ngo mwana mboka ndeli ko vérifier apparemment mobeko na ezo tanga ka bâtiment be bazan loposo pembe po moto aza mwinda ya lobi aza congolais moto non se rendima ngo ndeli ni. Je n'ai pas dit cette loi n'a rien à voir avec la couleur. Il y a des métis, des gens qui sont blancs de peau, mais qui sont des Congolais de père et de mère. Blanc, un blanc de peau. De quelle tribu? Peau, oui. De quelle tribu? Bon, ils doivent appartenir. Je connais par exemple une amie qui est, elle est Mongo. Elle est de la tribu Mongo. Elle est Pourquoi? blanche. Parce que je ne sais pas à quel niveau il y a eu métissage dans sa famille. On ne dit pas parce que tu es métissé, tu n'es pas Congolais d'origine. Tu peux être Congolais d'origine en étant métissé. Donc, il faut qu'on sache, si les députés nationaux arrivent à dire allons jusqu'à 4 générations, on va vérifier si jusqu'à 4 générations, vos parents donc sont Congolais d'origine ou pas. Non, pas du tout. Moi, je pense que nous avons quand même un pays qui est au bord de perdre la souveraineté nationale. Et les Congolais sont très complaisants. Ils ne veulent pas qu'on puisse toucher aux problèmes réels. Ils veulent qu'on soit superficiel. Cette loi, elle est importante. Si nous voulons assurer la souveraineté nationale, 63 ans après l'indépendance de la RDC, c'est le temps de faire passer cette loi pour que les règles du jeu soient claires, pour que plus jamais n'importe quel aventurier étranger ne puisse prétendre à devenir président de la RDC ou bien occuper des fonctions de souveraineté. Comme la sous-émission, il y a eu s'est présenté dans l'élection en 2023 et message, nous avons assisté message dans mon topé la langue nationale. Bandeko ba bolingo, ba congolais ou congolais, ngai professeur Noël Tchani moi j'invite Nazoko se préparer sérieusement, n'a quoi annoncer décision nangai concernant mon avenir politique très bientôt. Et quand on va annoncer cette décision-là, on va vous donner un argumentaire qui soutient cela. Par conséquent, gardez votre mal en patience. La décision viendra très bientôt. Si je serai candidat à la présidence de la République ou pas. Mais rassurez-vous que si je décide d'être candidat à la présidence de la République, je vais appeler tous les Congolais à soutenir ma candidature. Pourquoi? Parce que je considère, en toute modestie, je suis le meilleur candidat pour diriger ce pays et transformer fondamentalement le destin de ce pays qui est perdu depuis plusieurs années pour qu'on se mette sur la voie du développement. Je voudrais en profiter pour inviter tous ceux qui s'y intéressent. Je vais animer une conférence sur invitation de la société civile, de la Haute Académie de la société civile, qui regroupe toutes les organisations de la société civile congolaise. Je vais animer cette conférence-là le 21 juillet à 14 h au lycée Chaumba. Lycée Chaumba, c'est ici à la Gombe. Donc, tout le monde est invité. Vous avez des questions sur cette loi, la conférence portera sur la loi Tchani des pères et des mères, les défis, les enjeux et les perspectives d'avenir. Tout le monde, la presse, les professeurs, les étudiants, les organisations de la société civile, tout le monde, même les députés nationaux et les sénateurs qui peuvent avoir encore donc des questions là-dessus, je voudrais vous inviter donc à venir assister donc à cela, participer à cela, et je serai accompagné de mon jumeau. Vous connaissez mon jumeau? Honorable Singhi Pouloulou Cerveau Pitu, un député de grande valeur à qui je voudrais rendre hommage. Donc il sera avec moi pour répondre aux questions. Nous allons répondre aux questions ensemble. Par conséquent, soyez les bienvenus. L'entrée, elle est gratuite, elle est libre. Donc venez à temps parce qu'il y aura beaucoup de monde à cette conférence-là. Merci beaucoup, Dr Noël Tchani, pour ce temps que vous avez disponible pour répondre à nos questions. Merci, madame. Merci beaucoup, mais docteur, nako nazo kanisa ko sala meeting mo na chango so ka oloba muno. So ko na chango yo moningara zo sala. Meeting. Au cause de la surprise. Pourquoi? Parce que j'adapte ma langue en fonction de l'audience. So que na chango na koloba bango na chango na lingala. Na kendaki il y a à peu près 2 semaines na des bonhommes. On a tenu une conférence qui était très bien na lingala. Du début à la fin, les gens ont posé des questions et j'ai répondu. Mais quand je suis devant des intellectuels de grande valeur comme vous, je me sens gêné de parler donc à Lingala. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a plus facile pour nous tous de parler français. Mais quand je suis devant les gens qui ne parlent que le Lingala, rassurez-vous, la Koloba Lingala. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Merci, chers téléspectateurs, vous l'avez compris. C'est la fin de cette émission. On a abordé plusieurs thématiques, budget, inflation, loi Tchani de père et de mère. Est-ce qu'il sera candidat? Il va l'annoncer peut-être bientôt, peut-être pas.
nous le saurons très bientôt, mais il a proposé le plan Marshall pour le relèvement de la RDC. Il dit être le meilleur candidat pour donc aider la RDC à sortir du gouffre dans lequel il se trouve actuellement. Portez-vous bien, à la prochaine avec le même plaisir. Nous nous retrouvons encore une fois ici, sur ce plateau de Congo Buzz Télévision. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.